Économie de Max sur i24 News. Merci d'être avec nous. Une édition spéciale sport aujourd'hui, à quelques jours du coup d'envoi de la 20e Coupe du Monde. Le sport plus que jamais aujourd'hui au cœur de vrais enjeux économiques. C'est parti. Difficile de savoir si ce mondial brésilien deviendra la vitrine des tensions sociales qui secouent le pays. Après une décennie de très forte croissance économique, le Brésil se sait en phase de ralentissement et les coûts pharaoniques du mondial contrastent avec la pauvreté dans certaines régions, les besoins en aide sociale. Ce climat peut-il gâcher la fête? Ce qui est sûr, c'est que les autorités feront tout pour l'éviter. Anthony Lesme. À un mois de la Coupe du Monde, la tension sociale est toujours forte au Brésil. Dans une favela de Rio, une association a décoré le quartier aux couleurs du pays avant de mettre en scène l'inefficacité des soins dans les hôpitaux de la ville. Les 11 milliards d'investissements pour l'organisation de cette Coupe du Monde sont toujours sous le feu de la critique, notamment des syndicats et des associations qui menacent d'agir dès le début du mondial. La Coupe du Monde a été faite sans le peuple brésilien, avec de l'argent public, sans aucun avantage social pour personne. L'un des plus grands manquements est l'état des soins de santé de notre pays qui est démontré ici, au cœur d'une communauté très pauvre. Pour éviter tout débordement, le pouvoir mise avant tout sur la sécurité. 170 000 policiers, agents privés et militaires seront mobilisés. Des actions spectaculaires ont déjà pacifié des favelas, dont celle de Maré, fief des narcotrafiquants. En dépit de récentes émeutes, le gouvernement se veut rassurant. Je pense que l'événement va focaliser toute l'attention. Et donc, je pense que les manifestations ne seront pas telles que certains l'imaginent ou l'espèrent. Côté infrastructure, des projets ont littéralement été abandonnés, notamment l'agrandissement d'aéroports. À seulement 30 jours du premier match, 4 stades sur 12 ne sont toujours pas achevés, causant des problèmes évidents de sécurité. Si la FIFA assure que tout sera prêt avant le début de la compétition, Jérôme Valqueux cache mal son embarras. Il y a des retards inattendus, il y a des retards qui rendent la dernière ligne droite des préparatifs un peu plus difficile, plus tendue. Alors que l'économie brésilienne patine, les classes populaires commencent à éprouver de sérieuses difficultés sur le marché du travail. La croissance retombera à 2% cette année et les banques resserrent drastiquement le crédit. Autant de paramètres qui mettent les classes populaires et moyennes sous pression. La grande fête du foot tombe à pic pour oublier tous ces problèmes ou bien faire flamber les revendications. Ouais, beaucoup d'incertitudes. Alors pour les touristes, les supporters, une seule destination cet été, c'est Rio. Rio, 3e ville la plus chère du monde pour ses hôtels, devant New York ou Paris. 400 000 visiteurs étrangers y sont attendus pour juin et juillet. Et pour contourner la saturation des capacités d'accueil, eh bien, tous les moyens sont bons. Location d'appartements, auberges en pleine favela, où se trouvent les dernières places. Reportage sur place, regardez. Le Brésil attend 600 000 visiteurs étrangers, bien au-delà des capacités du parc hôtelier traditionnel. Certains habitants, comme Fabio, ont donc flairé la bonne affaire. Il loue son appartement le temps de la Coupe du Monde. 9 000 logements seraient ainsi sur le marché, contre 2 000 en temps normal. Il y a un frigo à 2 étages, un congélateur, une machine à café, un grille-pain. Les hôtes vivront ici comme des locaux et bénéficieront de tous les avantages de vivre dans un vrai appartement. Et pour Fabio, c'est le jackpot. Les 8 supporters argentins qui poseront leurs valises ici débourseront 18 000 € pour 45 jours. Autre alternative, nettement plus économique, les auberges qui se sont multipliées dans les favelas. Myriam, suédoise, habite à Babylonia depuis 2 mois. Voici ma chambre. Ça, c'est mon lit avec mon berimbau accroché au-dessus. Un confort modeste, mais une immersion dans un Brésil authentique. Je me sens en sécurité ici. J'aime tout dans cette favela. Ils ont une école, des bars sympas, de bonnes vibrations. On fait de belles rencontres. 14 € la nuit en temps normal, 40 € pendant le mondial. Ici aussi, les prix vont grimper. Mais on reste loin des tarifs pratiqués dans les hôtels, jusqu'à près de 500 € les soirs de match dans le quartier de Copacabana.
Voilà. Et en marge des pelouses brésiliennes se joue aussi une affaire de marketing. Pour les grands équipementiers, la Coupe du Monde, c'est l'événement à ne pas manquer. Maillots, chaussures, ballons, les stars sont là pour assurer les ventes. Une compétition à plusieurs milliards de dollars et dont on connaît déjà les 2 finalistes. Johanna Citruc nous dévoile qui de Nike ou Adidas par favori. Pour ce qui est aussi, vous allez le voir, une course à l'innovation. Regardez. Les constructions s'accélèrent, les équipes s'entraînent. Nous sommes à moins de 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Brésil. Mais pour les équipementiers, la compétition a déjà commencé. Jeudi dernier, Nike et Adidas ont présenté leur nouveau crampon. Un modèle hybride à mi-chemin entre la chaussure et la chaussette. Entre les deux produits, la ressemblance est troublante. Cette chaussure est différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est une vraie nouveauté pour moi, complètement différente de celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Et pour la première fois, Nike devance son concurrent Adidas en nombre d'équipes qualifiées. Nous aurons 10 équipes sur le terrain, donc nous sommes vraiment enthousiastes, du Brésil à l'Angleterre en passant par la France et les Pays-Bas. 10 équipes pour Nike et seulement 8 pour Adidas. Un duel sans merci sur un marché estimé à plusieurs milliards de dollars. Pour le secteur du football uniquement, la marque à la virgule dégage un chiffre d'affaires de près d'1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard sur un total de plus de 18 milliards, environ 4 milliards de plus que son concurrent allemand. La Coupe du Monde va nous aider dans le monde entier. Le football est clairement le sport numéro 1 partout dans le monde et le mondial, c'est une période excitante pour les consommateurs, partout. Donc nous allons apporter des produits innovants. Mais Adidas n'a pas dit son dernier mot. Le géant allemand sponsorise l'Espagne, championne du mondial 2010, de l'Euro 2008 et 2012. Par ailleurs, la marque sera sur tous les terrains cette année, puisque c'est elle qui conçoit et fournit les ballons officiels de la compétition. Lors de la dernière Coupe du Monde, elle en a écoulé plus de 10 millions. Autre composante dont il va falloir tenir compte aussi pendant cette Coupe du Monde, celle de l'ambiance. La Diabolica, une trompette télescopique, promet de transformer en enfer les stades de foot brésiliens. Enfer pour les oreilles, 98 décibels. Le cauchemar de la Vuvuzela sud-africaine en 2010 va-t-il se reproduire? Sans doute, puisque 1 million d'exemplaires devraient être vendus dans le monde d'ici la semaine prochaine. Attention, ça fait de bruit. Ne vous avisez pas à la comparer à une Vuvuzela. La Diabolica se voit plutôt comme la concurrente de la corne de brume, qui, elle, est interdite dans les stades en raison de son fonctionnement au gaz. Grâce à sa membrane spéciale, la Diabolica peut aller jusqu'à 98 décibels. Tout est déclinable à n'importe quelle couleur, que ce soit pour des clubs sportifs, pour des couleurs de pays, pour des couleurs de manifestations, de sociétés. Il y a 1 millier de déclinaisons possibles. La Diabolica a été conçue en Belgique, mais elle est fabriquée à Madrid. Du Made in Europe pour un succès déjà mondial, plus de 250 000 exemplaires ont été vendus et le produit a même séduit quelques stars du football. Ronaldo, le Brésilien, nous l'a chippé, enfin volé. Il voulait la prendre avec lui, il voulait absolument une Brésilienne et là, ça n'avait pas avec nous. Donc il a pris une Portugaise avec lui pour emmener au Brésil, pour montrer le projet, pour le présenter à des producteurs. De là, toutes les plus grandes personnalités qui étaient là étaient intéressées à les produire dans leur pays, d'où tous les contacts qu'on a maintenant avec le monde entier. Les concepteurs l'annoncent, ils ne se cantonneront pas au seul football. Rugby, basket, pour la Diabolica, le mondial n'est qu'un début. Vous n'avez pas fini de l'entendre. Et on fait cap maintenant vers les États-Unis. Une franchise, une enceinte de 25 000 places. À Miami, David Beckham voit grand. 200 millions de dollars pour ce projet de stade qui rencontre déjà de très nombreux détracteurs. Alors son statut de star international lui suffira-t-il pour convaincre les autorités locales des bienfaits économiques de ce projet? Tour d'horizon en images avec ce reportage. David Beckham sous le feu des critiques à Miami. J'entends vos inquiétudes, je comprends les problèmes. La star du ballon rond veut construire en Floride un stade de 25 000 places pour lancer une nouvelle franchise de football dans le championnat américain. Mais son projet de stade ultramoderne près du port de Miami se heurte à l'hostilité de plusieurs entreprises locales. Un stade de foot sur le port nuirait aux croisières et au commerce et menacerait les emplois. Ce port se targue d'être la capitale mondiale des croisières et la porte d'entrée du fret aux Amériques. Deux réalités dont la communauté locale est très fière. Nous ne voyons pas de quelle manière un stade de foot va contribuer à ces atouts.
L'année dernière, 4 millions de passagers de croisière ont transité par Miami. Et plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans le port pour augmenter le trafic maritime. Pour certaines compagnies, la présence du stade aggraverait les embouteillages et freinerait le développement du port. Bien sûr que M. Beckham est sexy, c'est un beau garçon, mais il n'y a qu'un seul port alors que lui pourrait construire son stade dans plein d'autres endroits. Mais les partisans du nouveau stade rappellent que l'équipe de basket des Miami Heat, tout proche, injecte 1,5 milliard de dollars chaque année dans l'économie de la ville. La preuve, selon eux, que Miami peut à terme bénéficier de nouvelles infrastructures sportives. Tant que les détracteurs sont en minorité par rapport aux gens qui viendront voir les matchs dans le stade, je pense qu'on tient un bon endroit pour la création d'une équipe dans ce championnat. La décision d'autoriser David Beckham à réaliser son premier projet depuis sa retraite sportive reviendra aux autorités locales. En cas de feu vert, le premier coup de sifflet pourrait retentir en 2018. Et parmi les multiples aspects du sport business, on va s'intéresser maintenant à celui de la santé. Dans ce domaine, une seule exigence, l'excellence. Le Qatar ambitionne de devenir un haut lieu du soin pour sportifs de haut niveau. À coût de millions de dollars, l'Émirat s'est construit une clinique de pointe avec déjà une réputation auprès des plus grands clubs. Mais Doha a-t-il tous les atouts pour attirer les meilleurs professionnels? Élément de réponse dans ce reportage. Comme chaque jour, Feridoun Zandi, joueur de foot de l'équipe nationale iranienne, fait ses exercices de rééducation. Victime d'une fracture au tibia en septembre dernier, c'est à la clinique Aspetar de Doha que le sportif a choisi de se faire soigner et ce n'est pas un hasard. Bien sûr, en ayant mon chirurgien ici, je me suis dit que c'était mieux de faire la rééducation ici. Aussi parce que les équipements sont bons. Il y a tout ce dont on a besoin pour une bonne prise en charge. Aspetar, un centre dernier cri de médecine du sport situé à quelques pas d'un tout récent laboratoire antidopage. Des installations de pointe et des millions de dollars investis par le Qatar dans un seul but, devenir la destination numéro 1 des sportifs de haut niveau étrangers et attirer les meilleurs professionnels du sport. Quand on veut aller vers l'excellence, on doit essayer de trouver les meilleurs un peu partout. Le concept, la stratégie, elle est définie ici. Ensuite, il faut les éléments, c'est-à-dire les personnes, les moyens humains pour ça, et on va les chercher là où ils sont meilleurs, qu'ils soient au Qatar ou qu'ils soient ailleurs. PSG, Arsenal ou encore Chelsea, les clubs de football européens notamment sont nombreux à venir ici. À quelques pas de la clinique, on trouve le complexe d'entraînement Aspire. C'est ici que le Qatar travaille à former ses propres champions dans un pays où la culture du sport est peu présente. Tout le travail que nous faisons ici avec les gens de l'hôpital, c'est d'arroser cette graine tous les jours en espérant qu'elle va se développer et grandir sous la forme que nous souhaitons. Cette culture sportive de la gagne. Un pari audacieux alors que le Qatar reste au cœur de nombreuses critiques. Climat, droits de l'homme, le chemin vers une reconnaissance sportive est encore long, comme celui qui mènera à la Coupe du monde de football de 2022. Allez, du basket pour finir, religion aux États-Unis. Alors dans l'antichambre de la NBA, le championnat universitaire attire les stars en sont issus comme Joachim Noah et les droits télé se chiffrent en milliards de dollars. Les joueurs réclament aujourd'hui d'être rémunérés, mais pour certains entraîneurs, ça serait contraire à l'esprit universitaire. Comment mettre tout le monde d'accord? Élément de réponse en images. Ils ne sont pas encore professionnels, mais les caméras sont déjà braquées sur eux. Ces joueurs vont bientôt disputer les phases finales du tournoi de basket interuniversitaire américain, le fameux March Madness. Une compétition que les grandes universités rêvent de remporter. Et pour attirer les meilleurs joueurs, elles n'hésitent pas à financer l'éducation de certains jeunes talents. Si je devais payer 60 000 $ par an, c'est beaucoup d'argent. Je pense vraiment que les bourses sont suffisantes. Pourtant, certains joueurs estiment mériter en plus un vrai salaire, car les droits télévisés se négocient en milliards de dollars et les entraîneurs gagnent parfois plusieurs millions par an. Les joueurs, eux, obtiennent des bourses pour une ou plusieurs années qu'ils peuvent perdre ou conserver suivant leur performance. On est sur le terrain tous les jours. On remplit les tribunes. Les entraîneurs remplissent les tribunes. Donc tous, on devrait être payés.
Mais pour le coach de l'université George Washington, rémunérer les joueurs désavantagerait certaines universités. Si on commence à payer un athlète, il faut penser aux petites universités qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je pense que cela ruinerait le basket universitaire plus qu'autre chose. Sur cet autre campus de la capitale américaine, les ambitions sont plus modestes pour le tournoi de March Madness. Keith Gray est un ancien joueur de l'université. Retraité des parquets après quelques saisons en Europe, il estime lui aussi que les joueurs devraient être payés. Lorsque vous êtes étudiant et athlète, c'est impossible d'avoir un travail à côté. Si vous le faites, c'est pour une période courte, pendant l'été par exemple. Contrairement aux autres étudiants, les possibilités sont donc limitées. Et si vous ne recevez pas d'argent de votre famille, que vous n'avez pas de bourse, c'est très dur. Reste à décider quels joueurs payer et combien. Selon lui, la Ligue pourrait répartir l'argent des droits télévisés et du marketing pour offrir un même salaire à tous les joueurs. Voilà le sport, vecteur d'égalité à vérifier tout de même dans les faits. Et c'est la fin de cette spéciale Sport Éco. Merci d'avoir été avec nous. L'info continue sur Actualité.live. Restez avec nous.